Bonjour, bienvenue à tous et à tous. Merci de votre fidélité pour notre 132e briefing qui va encore être riche en informations économiques, politiques, étrangères, diplomatiques, tout ce que vous souhaitez entendre. Alors aujourd'hui, un format, nous avons Arnaud qui est en distance, mais qui va être tout à fait apte à nous répondre, Igor en présentiel et exceptionnellement Nicolas qui remplace Pavel, qui est en réunion à ce moment au plus haut niveau et qui vous transmet ses meilleurs voeux et désolé de ne pas pouvoir être parmi nous. Alors, on va commencer un peu comme de coutume par Arnaud. Je crois qu'il y a pas mal de choses à nous dire, donc nous t'écoutons. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Effectivement, une actualité chargée, à défaut d'être particulièrement joyeuse ou plaisante. Dans le domaine économique, Vladimir Poutine qui a signé un décret portant création d'un fonds de soutien aux participants de l'opération spéciale. Alors, cela avait été annoncé le 21 février lors de l'adresse annuelle du chef de l'État à l'Assemblée fédérale. Il s'agit d'une structure nouvelle qui aura vocation à centraliser les aides et autres dispositifs financiers et sociaux. La présidente de cette nouvelle structure, ce sera Anna Tsiviliova. Ce n'est pas inintéressant puisque c'est l'épouse du gouverneur de la région de Kemerovo, gouverneur dont il se dit qu'il pourrait être nommé ministre de l'énergie. En tout cas, très clairement, c'est un couple Tsiviliov, qui a le vent en poupe, qui est de plus en plus influent en Russie et qui pourrait, du niveau régional, passer au niveau fédéral. Parmi les nouvelles économiques, je mentionne l'indice PMI du secteur manufacturier pour le mois de mars, qui est à 53,2. C'est un peu moins bien que février, c'était 53,6, mais ça reste à des niveaux assez élevés et ça témoigne d'une activité manufacturière importante dans le pays. Je rappelle que cet indice est publié par l'agence Standard & Poor's. Rosneft, c'est un petit peu la chronique du tournant vers l'Est ou vers le Sud. Rosneft qui annonce ne plus utiliser pour ses livraisons de pétrole vers l'Inde l'indice Brent, mais un autre indice, celui du pétrole vendu à Dubaï. Puisqu'on parle de l'Inde, on l'avait évoqué déjà, mais les volumes vendus par la Russie en 2022 à ce pays avaient été multipliés par 22. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2023 puisque Rosneft, dont je viens de parler, le groupe pétrolier public dirigé par M. Sechin, a signé un contrat qui prévoit le doublement de ses livraisons pour l'Indian Oil Corporation, donc à partir des prochains mois. Toujours dans le registre pétrolier, deux nouvelles très intéressantes, l'une d'entre elles étant même tout à fait significative. D'abord, le Japon qui confirme ne pas appliquer le plafonnement des prix à l'achat du pétrole russe pour le brut de Sakhalin 2, donc une exemption qui n'est pas nouvelle, puisque le Japon apparemment réussit à convaincre les Américains et ses partenaires du G7 de lui octroyer des exemptions dans le domaine énergétique. Autre nouvelle importante qui empiète un petit peu sur le domaine d'Igor, une nouvelle, je dirais, aux confins de la politique économique et de la politique étrangère, c'est l'OPEP. L'OPEP qui a annoncé une réduction de production d'1 million de barils par jour. Cela s'ajoute aux 500 000 barils jour que la Russie a annoncé vouloir réduire. C'est important parce que ça devrait, en toute logique, aboutir à un renchérissement du pétrole. Le brut de Brent était descendu aux alentours de 70, il est aujourd'hui autour de 80 et les analystes bancaires américains estiment qu'après cette décision de réduire l'offre, eh bien, la perspective de 90 et de 100 surtout pourrait être atteinte dès le mois de juin. Évidemment, cette nouvelle est importante s'agissant des équilibres macroéconomiques et budgétaires de la Fédération de Russie.
Dans le domaine politique, l'événement de ces derniers jours, c'est bien sûr l'attentat survenu hier à Saint-Pétersbourg, qui a fait un mort, le blogueur militaire Vladlen Tatarsky, et 31 blessés, dont le responsable de la mairie de Saint-Pétersbourg à la jeunesse. Alors, les faits, ils sont connus, hein, une conférence organisée dans un café qui d'ailleurs appartient à M. Prigogine. Ce blogueur militaire très lu, je ne sais pas s'il est influent, mais en tout cas, il avait 600 000 abonnés sur son compte Telegram, qui se voit remettre une statuette qui est piégée, qui explose et qui le tue. La personne qui a remis ce cadeau fatal, une jeune femme de 27 ans, Madame Daria Trepova, a été rapidement identifiée et interpellée ce matin. Alors, cette affaire, elle est évidemment très largement commentée. Elle suscite de nombreuses réflexions. Elle fait écho, sans mauvais jeu de mots, à l'affaire Douguina, hein, la fille du philosophe Douguine assassinée par les services secrets ukrainiens en août 2022. Alors, cette fois encore, l'Ukraine dément être à l'origine de cette opération. En revanche, le Comité national antiterroriste russe accuse le SBU, donc le service de sécurité ukrainien, d'être le commanditaire. Et ce qui est nouveau et à mon avis très important pour la suite, en Russie même, c'est que le Comité national antiterroriste russe, c'est-à-dire en réalité le FSB, accuse la mouvance Navalny, hein, les sympathisants de Navalny, eh bien, d'avoir participé, d'avoir collaboré à cette opération. Et c'est la première fois qu'est établie par les services de sécurité russes une telle accusation, qu'est formulée une telle accusation, et un lien direct entre un acte terroriste, l'Ukraine, et donc l'opposition hors système, et en l'espèce, le Fonds de lutte contre la corruption d'Alexei Navalny. Je pense que ça aura des conséquences majeures, avec un durcissement probable de la répression à l'égard de cette mouvance qui est déjà sous pression maximum depuis des mois. Et je rappelle que M. Navalny est emprisonné depuis plus d'un an. Alors, cette affaire Tatarsky, elle suscite évidemment un certain émoi nationaliste russe, dans le petit monde des correspondants militaires, même si M. Tatarsky n'y avait pas que des amis. Dernier élément à mentionner, Prigogine, Evgeny, que j'ai mentionné tout à l'heure, a rendu hommage à ce correspondant militaire en inscrivant son nom sur le drapeau qui a été érigé dans le courant de la nuit, semble-t-il, sur la mairie de Bakhmout. Autre nouvelle de politique intérieure, on apprend par le quotidien RBK que l'administration présidentielle a organisé la semaine dernière un séminaire en présence des vice-gouverneurs des régions de Russie en charge des questions politiques. Il y a été question de la préparation de la présidentielle de l'année prochaine, à laquelle, selon tous, Vladimir Poutine va se présenter. Et l'administration présidentielle, à cette occasion, aurait fixé des objectifs en termes de participation. Elle est souhaitée à 70%, c'est-à-dire plus qu'en 2018. Je rappelle que lors de la dernière élection présidentielle, la participation était de 67,5%. Et l'objectif fixé par l'administration présidentielle aux dirigeants régionaux est un résultat positif pour Vladimir Poutine de 75%, au moins. La dernière fois, c'était 76,7%. Élément important et qui évidemment suscitera beaucoup de réactions internationales le moment venu, les nouveaux territoires, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'ils sont qualifiés dans la presse russe, c'est-à-dire les républiques de Lugansk, de Donetsk, et les territoires des régions de Zaporojie et de Kherson contrôlées par la Russie, ont vocation à participer. On le voit, 2024 est vu et commence à être mise en scène comme un véritable plébiscite, probablement un plébiscite de temps de guerre, qui a vocation à consolider autour du commandant en chef
l'essentiel de la population du pays. Voilà ce que je pouvais dire, cher Gilles, aujourd'hui sur les questions économiques et politiques. Merci, effectivement, des informations importantes. Cette histoire d'attentat et d'application supposée des entourages de Navalny est assez étonnante. Et il y a beaucoup aussi, visiblement, de théories plus ou moins complotistes sur l'application également des milieux eux-mêmes, d'extrême droite russe. Ce serait aussi des petites haines internes, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et on Bon, c'est peut avoir difficile à des idées dire. là-dessus? Je n'ai pas d'éléments particuliers. Hein. Je ne fais que analyser les versions qui sont accessibles. Alors, les théories du complot, de façon générale, elles prospèrent en Russie sur à peu près tous les sujets, donc il ne faut pas s'en étonner. Ce qui semble avéré, en revanche, c'est l'implication de cette jeune femme hein, qui n'a pas nié sa présence. Elle n'a pas avoué, en tout cas pour l'instant, avoir été au courant de la présence d'un explosif dans la statuette qu'elle a remise à M. Tatarski. Est-ce qu'il y a une implication des services ukrainiens? Franchement, je ne sais pas. J'essaie simplement de faire un parallèle, en tout cas de me remémorer ce qu'on disait ou ce qu'on entendait plutôt. En août dernier, au moment de l'affaire Douguine, démenti ukrainien, beaucoup de théories sur des règlements de compte entre services russes. Bon, finalement, c'était beaucoup plus simple que ça. Hein. C'était le SBU qui avait organisé une opération. Je pense que, encore une fois, sans vouloir paraphraser Michel Rocard sur les complots et la nécessaire intelligence, mais parfois, les pistes les plus compliquées ne sont pas les plus réelles. Donc, encore une fois, je pense qu'on sera fixé assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les réactions officielles ou l'absence de réaction officielle. Bon, Peskov, le porte-parole du Kremlin, était plutôt prudent. Je je ne suis pas certain que ça donne lieu, par exemple, à des représailles particulières de la Russie en Ukraine. Ça fera partie de ces épisodes nombreux du conflit. Ce qui est évidemment, ce qui sort de l'ordinaire, c'est que ça se produise à Saint-Pétersbourg. Madame Douguina a été assassinée près de Moscou. Là, c'est Saint-Pétersbourg. C'est dans un café qui appartient à la mouvance Prigogine. Donc, tout est symbolique dans cette affaire-là. Et l'écho que reçoit cette affaire n'est donc pas surprenante. Merci beaucoup de ces précisions. Alors, on va se tourner vers Igor, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire également. On a 2 ou 3 questions, mais on les posera après et vous verrez lequel d'entre vous souhaite y répondre. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors je vais commencer par vous parler du nouveau concept de politique étrangère de la Fédération de Russie qui a été publié le 31 mars dernier. Donc c'est un texte assez volumineux que j'ai ici, hein, que j'ai donc lu, analysé. Je vais essayer de vous en restituer les très grandes lignes parce que évidemment, je ne vais pas vous faire une explication de texte détaillée. Alors, c'est un document donc, de 42 pages qui a été approuvé par le président Poutine le 31 mars et qui annule et remplace la version précédente qui datait de 2016. On voit bien qu'entre 2016 et 2023, il s'en est passé des choses, hein, c'est peu dire, et que le contexte global a profondément évolué, ce qui nécessitait donc, j'allais dire, une mise à niveau, une mise à jour de ce document on pourrait dire, de stratégique. Alors, une fois de plus, sur la nature de ce document, il ne faut pas non plus surinterpréter. Ce sont des documents politiques très généraux. L'intérêt, c'est qu'ils restituent finalement les grandes perceptions, les grandes idées sur la façon dont la Russie conçoit son environnement stratégique, conçoit les défis auxquels elle estime faire face, les menaces qu'elle estime devoir, comment dirais-je, affronter, et ce qui permet voilà, de comprendre un petit peu le logiciel ici à Moscou par ceux qui font la politique étrangère, en tout cas ceux qui en élaborent les grandes lignes. Voilà. Donc un document qui remplace le précédent texte de 2016. Alors en termes de pourquoi le 31 mars, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a été publié alors que la Russie s'apprêtait à prendre la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est donc intervenu le 1er avril, le lendemain de la publication de ce document.
Et là aussi, évidemment, en termes de timing, c'est pas innocent, et d'autant moins innocent que quand on lit le texte, l'ONU, d'une manière générale, est vraiment mis à l'honneur par ce texte. La Russie dit plein de bonnes choses sur l'ONU, que c'est là que voilà, les choses, finalement, que le pouvoir de décision sur les grandes affaires du monde, etc., devrait être rendu quelque part à l'ONU, et que l'ONU devrait jouer un rôle qu'elle ne joue plus, qu'elle ne joue pas manifestement aujourd'hui. Alors, c'est un document qui est en 6 sections. Il y a 6 principales sections sur, en gros, des considérations générales sur l'état du monde, sur la coopération humanitaire, sur les défis en matière d'environnement, sur la coopération économique en vue du développement, y compris donc de la Russie, et sur les priorités régionales. Voilà, donc 6 grandes sections. On retrouve bien évidemment des thèmes qui sont chers à la Russie et qu'on a évoqués ici depuis maintenant 132 briefings notamment, hein. Les questions de souveraineté, la Russie comme puissance souveraine, les questions qui sont liées notamment à l'ordre du monde multipolaire, à l'indivisibilité de la sécurité. Je vous ai déjà expliqué ce concept lors de séances précédentes, donc je ne vais pas revenir dessus. Moi, je retiens 3 grands thèmes qui se détachent de ce texte, hein, quand on lit et qu'on voit un peu les choses qui reviennent. Un, il y a le thème, je ne rentrerai pas dans le détail, hein, parce qu'on n'a pas le temps ici, mais le thème de la Grande Eurasie. On voit que la Russie a une vision, en tout cas essaie comment dirais-je, de poser une vision qu'elle a déjà laissé transparaître ces dernières années à travers d'autres documents, à travers la déclaration de ses dirigeants, à travers un certain nombre d'éléments sur la Grande Eurasie, comme j'allais dire projet géopolitique. Le deuxième thème que je retiens, c'est assez surprenant, celui de la porte ouverte avec les Occidentaux. Et ça, c'est vraiment un grand contre-pied. Il y a des phrases qui sont vraiment très, très surprenantes. Je vais vous en citer une, hein, c'est le point numéro 13 du document. Un extrait du point numéro 13 qui est assez long du document. Donc, je cite, hein, la Russie ne se considère pas comme un ennemi de l'Occident et ne s'en isole pas. Elle n'entretient pas à son égard d'intentions inamicales ou hostiles et estime que à l'avenir, les États qui aujourd'hui, les États de la société occidentale, ça aussi j'y reviendrai un petit peu après, réaliseront la futilité, en tout cas la futilité de leur politique de confrontation et de leurs ambitions hégémoniques, et finalement reviendront à une approche beaucoup plus pragmatique avec la Russie. Bon, je m'arrête là pour cette citation, et on retrouve ça plus loin, à la fin du texte, lorsqu'il est question des États européens, et la formulation est importante, puisque finalement, la Russie estime que, en tout cas dans ce texte, hein, que un des grands facteurs qui complique la normalisation des relations entre la Russie et les États européens, eh bien, c'est la stratégie des États-Unis et de leurs alliés. Là, il fait référence à l'anglosphère, hein, qui vise à creuser le fossé entre la région européenne et dans le but d'affaiblir la compétitivité des pays européens et de la Russie, afin finalement d'asseoir l'hégémonie américaine et de maintenir, en tout cas, tant que faire se peut, cette hégémonie américaine. Et donc, on voit dans le phrasé qu'il y a en tout cas des choses qui sont, à mon avis, pas inintéressantes à prendre en considération et à relever. Ce qu'on peut appeler, entre guillemets, certes, hein, vu l'état des relations, une porte ouverte. Et enfin, le dernier thème que je retiens, c'est celui du cap vers les Suds, vers les États du Sud, le Sud global. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail, on l'a déjà évoqué un petit peu ici, mais il y a des choses très intéressantes. Alors, ça se comprend comment? Ça se restitue notamment dans les priorités régionales qui sont énumérées dans ce texte et qui diffèrent sensiblement des priorités régionales qui avaient été celles de la version de 2016. Là, dans le texte nouveau, le texte de 2023, la priorité, c'est sans surprise l'étranger proche. Et là, la formulation est intéressante parce que c'est une formulation qu'on pensait un peu désuète. L'étranger proche, finalement, c'est quelque chose qui était un peu daté, on n'en parlait plus tellement, on parlait d'espace post-soviétique, etc. Et d'ailleurs, c'est finalement le terme qui est employé dans le texte de 2016, c'est plutôt des structures comme la CEI ou l'espace post-soviétique. Et là, on a ce retour de l'étranger proche. Bon. Première priorité régionale, pas vraiment surprenante. Deuxième priorité, c'est l'Arctique. Troisième, c'est l'Eurasie. Dans la partie Eurasie, il est fait mention spécifiquement de la Chine et de l'Inde comme pays avec qui les partenariats doivent être approfondis. La quatrième, c'est priorité régionale, la région Asie-Pacifique. La cinquième, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est appelé le monde, et c'est au singulier, le monde islamique.
Et ça remplace, j'allais dire en quelque sorte, la partie avec le même niveau de priorité, de hiérarchisation, la région qui était Afrique du Nord, Moyen-Orient, plus traditionnellement connue comme Afrique du Nord, Moyen-Orient. Dans le document de 2016, on voit ensuite, après ce monde islamique, l'Afrique, et enfin l'Amérique latine, en 7, en 8, la région européenne, excusez-moi, et en 9, les États-Unis anglosphères qui sont tout en bas, juste avant l'Antarctique, en termes donc de dépriorisation, hein, pour faire un anglicisme parfaitement affreux. On voit qu'il y a une dépriorisation absolue de l'Occident, puisque dans le document de 2016, il y avait une étiquette qui s'appelait zone euro-atlantique, qui était en deuxième position. Dans cette zone euro-atlantique, après l'espace post-soviétique, bien évidemment, on avait les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, etc. Et dans ce texte, il n'y a pas une seule occurrence du sigle OTAN. Il n'y a pas une seule occurrence du sigle Union européenne. Il y est fait mention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une fois, mais en toutes lettres. Il est clairement expliqué que à la fois cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, également l'Union européenne, qui est citée une fois en toutes lettres, et la Commission européenne sont considérés comme clairement des menaces par Moscou. Donc ça, c'est la priorité régionale. C'était voilà, des évolutions qui sont évidemment majeures sur la façon dont les Russes estiment sur lequel il faut investir du potentiel, investir de la diplomatie, investir des ressources pour la politique étrangère. Alors, moi, ce qui me frappe toujours dans ce document, c'est qu'il y a toujours, c'est très contrasté. Il y a des principes très généraux, comme je l'ai dit. Il y a une tonalité parfois très lucide qu'on retrouve dans ces documents sur la façon d'identifier les défis, la façon de formuler, etc. Et deux lignes après, vous pouvez avoir au contraire, des choses qui sont à la limite des incantations, de l'incantatoire. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment très, très. On se demande parfaitement hors sol parfois, à vrai dire, hein. Donc, il y a vraiment des contrastes très saisissants. Il est, contrairement à 2016, très peu fait de mention de nom de pays. Enfin, évidemment, dans l'étranger proche, la Biélorussie est en bonne place. On parle de l'Ossétie du Sud, de l'Abkhazie. Mais pour tout le reste du monde, une fois de plus, on reste dans le général, à l'exception près, évidemment, de la Chine et de l'Inde. Mais on parle de l'Iran, de la Syrie, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte. Enfin, il y a 10 pays qui sont nommément cités, alors que dans le document précédent, on parlait de l'Australie, de la Mongolie, on parlait. Enfin, voilà, on allait un peu plus, à peine plus dans le détail en citant des pays. Là, on sent qu'on a une échelle un peu plus euh, macro. Et comme je le disais, ce qui m'a frappé, c'est cette dissociation de l'Occident. Est-ce que l'Occident collectif a disparu? J'en sais rien. Le thème est employé une fois dans le texte d'Occident collectif, puisqu'il y a une dissociation entre les États européens, et la Russie, à ce titre-là, estime que la porte ouverte est ouverte à l'égard des États européens et non pas des institutions européennes, mais des États européens, donc sur une base bilatérale. Et d'une part, et de l'autre côté, les États-Unis et l'anglosphère pour schématiser. Voilà donc pour ce document qui est, à mon avis, mériterait d'être évidemment une analyse qui mériterait d'être approfondie, mais je n'ai pas le temps ici et je poursuis avec le reste de l'actualité. Donc, il y a eu un contact téléphonique entre messieurs Lavrov et Blinken hier. Au sujet, sans doute, de l'affaire du journaliste du Wall Street Journal, donc, qui a été arrêté la semaine dernière. On en parlait lors d'un précédent briefing. Évidemment que le département d'État fait part de, je cite, son inquiétude et exigeait la libération immédiate du journaliste, mais également celle de Paul Whelan, qui est un autre ressortissant américain qui est enfermé donc, en Russie depuis 2018. Il a été arrêté lui aussi pour des faits d'espionnage. Sur l'OPEP+, pour peut-être un petit peu compléter ce qui a déjà été dit par Arnaud, donc une mesure à titre préventif, hein, de diminution de la production de pétrole afin, selon les pays de l'OPEP+, de soutenir la stabilité du marché. Les deux plus gros contributeurs à cette diminution, l'Arabie Saoudite et la Russie, évidemment, 500 000 barils jour chacun, mais également d'autres pays, y compris ceux qui ne sont pas dans le cartel pétrolier, comme le Kazakhstan et Oman. Mais sinon, des pays comme les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak et l'Algérie, donc qui vont diminuer à partir du 1er mai jusqu'à la fin de l'année leur production quotidienne. Les États-Unis ont déjà parlé d'une décision peu avisée. Je rappelle que lors de la précédente décision de diminuer en octobre 2022, le département d'État américain avait expliqué que c'était une décision extrêmement regrettable et que cette décision avait été prise par les pays de l'OPEP et donc par l'Arabie Saoudite quelques jours après la visite de Joe Biden en Arabie Saoudite, justement.
Deux très courtes nouvelles pour terminer. Le patron de l'AIEA, M. Raphaël Grossi, sera à Moscou mercredi. Je rappelle que j'ai expliqué jeudi qu'il était à la centrale nucléaire de Zaporojié pour dresser le constat de la situation alarmante en termes de sécurité autour de ce site nucléaire et essayer donc d'élaborer de nouveaux mécanismes de prévention pour éviter une catastrophe. Donc, il sera à Moscou probablement dans le prolongement de cette mission. Et enfin, le sommet des BRICS 2024 se tiendra dans la ville de Kazan, en Russie. Tatarstan plus précisément. Alors, la première question est pour toi. Pouvez-vous rappeler le nom de ce document dont tu as longuement parlé? Ah oui, alors donc, oui, peut-être que je. Donc, c'est le concept de politique étrangère de la Fédération de Russie. Donc, c'est l'oukaz, enfin, qui a été approuvé par le 31 mars par Vladimir Poutine. Vous pouvez le récupérer sur le site du Kremlin. Il est disponible actuellement en russe seulement. Il sera certainement traduit bientôt vers le français ou l'anglais. C'est un document qu'on peut récupérer sur le site du Kremlin. Vous pouvez récupérer sur le site du MID probablement aussi. Il est principalement dirigé vers qui? Vers les organes d'État russes? Au contraire, c'est plutôt vers l'étranger, enfin vers le monde pour préciser la position russe? Quelle est historiquement ou pratiquement l'utilité de ce document? Je dirais que le lectorat, il est double, hein. Il y a effectivement une dimension. Alors, il y a un lectorat domestique, j'allais dire en Russie, puisqu'il y a dimension, j'allais dire, un peu planification de ce document, c'est-à-dire pour les années à venir, voilà en gros les axes de travail, les directions géographiques, les pays avec lesquels on doit travailler. Surtout qu'à la fin, la dernière section est assez technique, c'est sur les mécanismes administratifs de mise en œuvre de ce document. Qui va s'occuper de quoi? Le Conseil de sécurité va s'occuper de ça, le MID, le ministère des Affaires étrangères, va s'occuper de ceci. Donc, il y a une vocation un petit peu, voilà, j'allais dire, de planification, mais une fois de plus, hein, c'est des considérations parfois très générales, donc ne pas surinterpréter non plus la nature de ce document. Et à l'étranger, c'est évidemment, le lectorat étranger, c'est en tout cas une invitation d'un texte qu'on met sous les yeux pour comprendre la façon dont la Russie perçoit son environnement stratégique. Donc après, libre à chacun de prendre connaissance du document, de l'analyser et de retirer ce qu'on veut bien retirer. Merci beaucoup. Alors, on a une première question, donc vous verrez lequel veut répondre à ça. En ce moment, dans les médias français comme LCI, il se gauze de ce que Poutine aurait dit, que la Russie souffrait des sanctions européennes et que c'est une victoire pour l'OTAN. Qu'est-ce que Poutine a dit? Quelle est la vérité sur l'impasse des sanctions à date? Arnaud, tu veux te lancer? Je remets le son. Je vais essayer de répondre. Alors bon, je m'abstiendrai de commentaires sur LCI et la Russie, même si ça me démange un petit peu. On comprend bien qu'il y a d'une part une guerre des narratifs, hein, en Russie, en Occident, sur plein de sujets. Et l'efficacité des sanctions en étant un. Alors, qu'a dit Poutine? Et est-ce que ça constitue une inflexion de l'analyse? Il a dit précisément le 29 mars que les sanctions, je cite, les restrictions illégales introduites contre l'économie russe, effectivement, peuvent avoir une influence négative à moyen terme. Et il a par ailleurs appelé les personnes présentes, il y avait des industriels, non, pardon, c'était le gouvernement et les ministres donc, du bloc économique du gouvernement, à ne pas se relâcher. Donc, je ne crois pas qu'il faille voir dans ce propos une rupture majeure dans l'analyse. Ceux qui pensent que Poutine a admis une catastrophe économique en Russie ne disent pas la vérité. Et simplement, Poutine a énoncé ce que tout le monde sait, y compris à Moscou, c'est que ne sont pas indolores et que potentiellement à moyen terme, voire même à long terme, elles peuvent influer sur la trajectoire macroéconomique, mais également technologique du pays. Le propos n'était pas un propos alarmiste, il était un propos qui visait au contraire à mobiliser les acteurs de la politique industrielle du gouvernement. Donc, que ce type de situation soit monté en épingle sur LCI de surcroît ne doit pas nous étonner particulièrement. Il faut meubler, comme on dit. Igor, tu voulais commenter également ou non? C'est bon? Très bien. Alors, une question qui est un petit peu longue. Bonjour, merci de cette possibilité de poser des questions.
Je souhaiterais solliciter quelques explications sur les nouvelles règles, entre guillemets, de fonctionnement de la commission statuant sur la vente et investissement des étrangers. La première commission de the Control of Foreign Investment, créée par le décret présidentiel du 1er mars 2022. Il a été publié dans la presse que la deuxième option, c'est-à-dire l'étalement du paiement du prix, n'était plus possible. Par conséquent, l'obligation de mettre en œuvre un paiement volontaire au budget fédéral d'un montant de 10% de la moitié du prix du marché des actifs concernés, tel qu'indiqué dans le rapport d'évaluation des actifs, était désormais la seule option possible. Pouvez-vous commenter ? Oui, en fait, on en a parlé lors d'un précédent briefing. C'est moi qui l'avais fait d'ailleurs. C'est une nouvelle mesure qui vise probablement à rendre plus compliqué, plus onéreuse également, les sorties de Russie. Alors, de mémoire, ce changement de tarif, entre guillemets, on passait de 5 à 10%, s'appliquait aux biens faisant l'objet d'un rabais de l'ordre de 90%. En d'autres termes, à vérifier encore une fois, mais il me semble que l'idée, c'était finalement d'empêcher ou que les paiements effectués par les sociétés souhaitant quitter la Russie eh bien, ne se contractent au prorata de la contraction du prix de vente. Donc voilà, donc oui, c'est une nouvelle disposition qui va dans le sens du renchérissement et de la complexification de la sortie. Après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que cette commission présidentielle a une capacité d'absorption, une capacité de traitement de dossiers limitée, de toute façon. Je crois qu'elle traite entre 7 et 10 dossiers à chacune de ces réunions. Il se réunit, je crois, toutes les 3 semaines. Donc, on voit que ça peut prendre beaucoup de temps. Merci de ces éclaircissements. Igor, je crois qu'on avait une question sur la hotline. Prends ton micro. Oui, quelqu'un nous a fait suivre donc une question concernant les possibilités pour des sociétés russes dont les actionnaires sont des étrangers, que ce soit des actionnaires, donc personnes physiques ou des entités juridiques mais étrangères, sur leur possibilité, d'ouvrir des comptes en Russie, donc dans des banques chinoises, est-ce que c'est possible ou pas, et 2, dès lors que ce compte est ouvert, de recevoir des virements internationaux en devises. Voilà, donc c'est une double question. Peut-être que Nicolas, tu as des éléments de réponse sur ce point. Alors, en fait, effectivement, sur les. Alors, j'ai pas des éléments de réponse très récents, mais il y a quelques mois, on s'était renseigné, nous, avec Bank of China, et c'était tout à fait possible pour des entreprises appartenant à des étrangers d'ouvrir un compte dans cette banque-là. Il s'avère que je crois maintenant, ils ouvrent peu de nouveaux comptes pour des entreprises nouvelles. Mais bon, à mon avis, c'est toujours possible. Tout dépend en général de l'intérêt du client. Et puis à partir de là, on peut tout à fait recevoir des devises sur un compte en Russie. Après, il se peut qu'il y ait aussi d'autres banques que la Bank of China. Il y a probablement d'autres petites banques également qui sont présentes. En tout cas, il n'y a pas de limite pour les entreprises russes d'ouvrir des comptes dans les banques chinoises. Si je peux me permettre, finalement, la configuration est à peu près similaire à celle des banques occidentales, dans le sens où il y a un pouvoir de discrétion des banquiers qui acceptent ou pas de nouveaux clients d'ouvrir des comptes en fonction de l'appréciation de l'intérêt économique ou du risque politique posé éventuellement par le candidat si jamais il était, par exemple, soumis à des sanctions ou pouvant l'être. Les banquiers chinois sont discrets, financent principalement le business chinois en Russie et de façon générale, et sont prudents. Il ne faudrait pas croire, je pense, qu'ils sont prêts à ouvrir à tour de bras des comptes. En tout cas, il faut essayer, il faut aller voir le banquier, mais le banquier chinois, a fortiori, quand on parle de grandes banques
œuvrant en dollars et lui aussi soucieux de ne pas être coupé des flux financiers internationaux. Et donc, après, autre élément de précision sur la partie virement, enfin, admettons que effectivement cette banque chinoise, quelle qu'elle soit, ait accepté d'ouvrir votre compte. Pour ce qui est de recevoir des virements internationaux en devises, il y a un élément qu'il faut bien conserver à l'esprit, qui est celui de la banque correspondante. C'est-à-dire que votre établissement bancaire en France ou ailleurs en Europe qui va émettre le virement en euros ou en dollars vers votre compte dans la banque chinoise que vous avez ouverte, peut très bien vous dire, OK, pour nous, le virement peut être émis et il peut émettre le virement, mais ce virement peut être bloqué par la banque correspondante. Et ça, vous n'avez aucune façon de le savoir, vous n'avez aucun moyen de la joindre pour savoir s'ils vont être d'accord ou pas de vous faire le virement, etc. C'est totalement à la discrétion de la banque correspondante qui peut décider de bloquer ce virement, de le renvoyer. Et ça, une fois de plus, il y a très peu de solutions pour ça. Les banques correspondantes, donc il y a notamment la Commerzbank allemande, qui était une banque correspondante pour de nombreux établissements bancaires occidentaux, mais il y en a d'autres. Et une fois de plus, là-dessus, il n'y a pas de prise avec ça. Et donc, de façon corrélée, où peut-on avoir la liste des banques chinoises implantées avec une filiale en Russie? Ça se trouve comment, ça? Il faut chercher sur Internet, hein. Il n'y a pas de solution là-dessus. Donc, je sais qu'on avait contacté effectivement Bank of China. Et de mémoire du reste, je sais qu'il y a une grande entreprise française qui a ouvert récemment chez Bank of China. Ça a été long d'ouvrir, mais ils ont réussi à ouvrir à la fin. Alors, on change de domaine. Bonjour. Des amis russes me disent que l'Allemagne aurait annulé ou n'honorerait plus les visas Schengen à 5 ans précédemment délivrés. Quelle est la pratique française actuelle pour les visas Schengen existants et leur renouvellement éventuel? Le site du consulat ne dit pas grand-chose, entre parenthèses, plage blanche. Alors, pour autant que je sache, la position de la France et du consulat français est claire depuis le début. Il n'y a pas de changement. On continue de délivrer des visas. Comme chacun sait, du fait du manque de personnel notamment et d'autres raisons, il est un peu compliqué de prendre rendez-vous pour déposer les documents, mais il n'y a pas de restriction sur les visas eux-mêmes. Il faut juste être encore plus vigilant que d'habitude sur la qualité des documents présentés. Mais bon, on va se remettre en contact avec le consulat, mais je n'ai pas entendu dire ces jours-ci qu'il y avait une restriction sur des visas déjà émis en tout cas. Si quelqu'un a d'autres précisions, qu'il n'hésite pas, mais je crois que c'est la réponse. Alors, comment est perçue en Russie l'entrée de la Finlande dans l'OTAN? Sans grand plaisir, j'imagine. Effectivement, la Finlande va devenir officiellement membre de l'OTAN le 4 avril, si je ne me trompe pas, puisque tout a été ratifié par les Turcs, les Hongrois, etc. C'est pour la Suède qui reste encore un faux suspense, en quelque sorte. Bon, il y a deux niveaux de réaction. En tout cas, pour ce qui est des réactions officielles, rapidement, dès que les États scandinaves avaient fait part de leur volonté de rejoindre l'Alliance, il y a eu des réactions assez mesurées ici, hein, puisqu'on avait, je crois qu'au Kremlin, on avait expliqué que ce n'était pas considéré comme une menace. Enfin, l'idée était peut-être, voilà, au niveau de la communication, tout du moins, de diminuer l'importance de l'événement face à quelque chose qu'on ne peut de toute façon pas empêcher à terme. Donc, une espèce de résignation en termes de réaction sur comment dirais-je, des mesures à prendre. Il a été évoqué la mise à niveau des infrastructures militaires, enfin des mesures techniques, des choses comme ça, hein. Mais je pense que le principal prisme, en tout cas la façon dont cela est perçu, c'est à travers le prisme de l'Arctique. Et comme je l'ai dit, l'Arctique, c'est une des priorités, et ça l'était avant la publication du texte que j'ai analysé là, mais ça le reste encore plus aujourd'hui, puisque désormais, avec ces nouvelles, comment dirais-je, nouveaux entrants dans l'OTAN, quand on prend une institution comme le Conseil de l'Arctique, eh bien la Russie se trouvera à table que face à des pays de l'OTAN, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce qui est considéré, en tout cas dans le texte, ça ressort très clairement, et c'est une constatation des faits en quelque sorte, hein, qui est donc un risque d'accroissement de tensions dans la zone arctique entre la Russie et ses voisins européens, occidentaux, américains, et ça c'est donc quelque chose qui est évidemment problématique. Quelque chose qui est problématique.
À côté de cela dit, la porte est laissée ouverte une fois de plus puisque les Russes appellent la coopération internationale dans la région arctique pour le développement de la façade arctique avec la Russie, notamment à travers des projets d'infrastructure, etc. Mais on comprend bien que pour ce qui est des Occidentaux, c'est pas l'ordre du jour, a priori, à court moyen terme. Donc, pour résumer, je dirais qu'il n'y a pas de panique, enfin, évidemment, hein, par rapport à cette entrée de la Finlande dans l'OTAN. Évidemment que il y aura une frontière commune entre l'OTAN et la Russie qui s'est considérablement agrandie avec cette entrée de la Finlande dans l'Alliance Atlantique. Je n'ai pas le sentiment que ce soit perçu, en tout cas à brève échéance, il n'y a pas d'immédiateté de la menace. Je ne crois même pas que ce soit considéré comme un danger outre mesure, pour l'instant en tout cas. Mais une fois de plus, ne pas perdre de vue ce prisme arctique, me semble-t-il. Tout à fait. On va essayer de voir plus loin. Un conseil judicieux. Retour à la banque depuis jeudi. Avez-vous plus d'informations sur la vente possible de Raiffeisen en Russie? Est-ce que Raif a communiqué? Non, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Par rapport à ce qu'on a dit. Très bien. Donc, toujours la même question. À la suite, l'OTAN va-t-elle installer des bases en Finlande? Alors, en fait, sur les bases en Finlande, à ma connaissance, pas encore. Il y a eu des vols qui ont été opérés par l'aviation américaine dès le lendemain, je crois, de la ratification des textes. Donc, la Finlande n'est formellement pas encore membre de l'OTAN, mais des vols d'avions espions américains qui ont été ouvertement faire des ronds dans le ciel finlandais pour aller renifler les installations russes. Bon, ça, c'est de bonne guerre. En revanche, non, c'est en Norvège ou en Suède, j'avoue que j'ai un doute, que les Britanniques, je crois que c'est en Norvège, que les Britanniques comptent installer une nouvelle base dans le nord de la Norvège pour une nouvelle installation militaire britannique pour accroître leur présence au-dessus dans la région du cercle polaire, hein, tout simplement. Très, très proche de la frontière avec la Russie. Et souvenez-vous qu'au printemps dernier, Boris Johnson, alors Premier ministre britannique, dès lors que la Finlande avait expliqué qu'elle voulait devenir membre de l'OTAN, quelques jours après, il prend son avion, il va tout de suite à Helsinki et va commencer à proposer des pactes de défense, etc., pour que dans la période entre la demande d'adhésion et l'adhésion effective à l'Alliance, il y ait des formes de garanties qui soient offertes à la Finlande en cas hypothétique d'attaque, etc. Donc les Britanniques, eux, évidemment, dans cette région-là, on voit qu'entre ces garanties qui étaient proposées à l'époque, ces initiatives et cette base-là, ils sont dans cette logique effectivement, de s'implanter un peu plus dans la zone pour manifestement défendre des intérêts qu'ils y perçoivent. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous n'avons pas plus de questions, donc nous allons finir ici ce briefing numéro 132. Merci encore infiniment Arnaud et Igor pour ces précisions, Nicolas également. Et on se donne rendez-vous jeudi à 17h30 heure de Moscou, comme d'habitude. Et bien entendu, la CCI France-Russie se tient toujours à vos côtés. Tenez bon.